Bonjour les amis, bienvenue dans un espace venteux, aéré, rafraîchissant, tonifiant. Nous sommes à Angoulins, dans l'agglomération rochelaise. Non pas pour aller nous promener au bord de la mer, on pourrait croire, entendant parler de La Rochelle dans ces périodes de vacances prochaines. Non, en plein cœur rural, car ici, sur l'agglomération de La Rochelle, il subsiste un certain nombre de fermes qu'on a voulu protéger à un moment pour dire il faut que l'agriculture continue d'avoir voix au chapitre dans des espaces urbains. Mais est-ce que la vérité est aussi vraie que cela? Nous allons le voir. On est ici chez Isabelle et Noël Michaud dans une ferme qui est marquée par l'histoire, comment ne pas l'être quand on est de la région rochelaise. Sur plusieurs générations, c'est la même famille qui tient. Les descendants ont suivi un peu le mouvement d'une agriculture qui se veut de qualité et plus prédatrice comme elle l'était. C'est un bon choix, un mauvais choix. C'est ce dont je vous propose qu'on s'entretienne. Avec donc la famille Michaud, un bâtiment, une ferme historique, plusieurs générations, et puis aujourd'hui le combat pour le bio et l'envie d'accueillir ici à la ferme tous ceux qui ont besoin de temps en temps de se faire une petite piqûre de rappel pour se rappeler que l'humanité, c'est ce qui prime avant les questions de fric. Noël, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cette ferme. Alors c'est sympa, en plein cœur de l'agglomération rochelaise, une gendarmerie tout près, un centre commercial à 2 pas, et enfin la vérité de la vie, de la vraie vie ici chez vous. Alors, bâtiment historique, derrière nous, un moulin, mais il a quand même été touché par le temps, ce moulin. Oui, bah là c'était le moulin, c'était Monsieur Penin, le meunier de l'époque, avant mes grands-parents. Et On se situe années 50. ah non, c'était avant-guerre. Bien avant-guerre. C'était bien avant-guerre, puisque mes grands-parents étaient là au moment de la guerre. Ouais. Les Allemands sont arrivés en 41-42. Ils ont commencé à couler le béton pour transformer le moulin en tour de contrôle et monter le quartier général juste à côté, quoi. Et puis alors du coup, le moulin, pour ce qu'il en restait à l'époque, les pierres ont servi à faire grandir un petit peu la ferme. Il y avait déjà une ferme au pied de ce moulin. Alors il y avait déjà une ferme, oui, il y avait l'écurie avec notamment les vaches. Et après-guerre, en fait, mes grands-parents ont développé l'atelier porcherie. Ouais. Donc ils se sont servis des pierres sur place. Après-guerre, ils n'ont pas été chercher de la pierre, ils n'ont pas fait venir de la pierre d'ailleurs. Donc c'est pour ça qu'il lui manque des pierres sur le tour extérieur. Mais vu l'épaisseur de béton qu'il y a à l'intérieur, il est encore debout. 3 générations, ça veut dire que vous avez été enfant ici, Noël. Vous avez été enfant de la campagne, vous avez couru au milieu des granges, du foin, etc. Oui, oui, moi je suis né ici, on était 3 enfants avec mes parents, troisième génération là. On a grandi au milieu des vaches, des poules, des cochons, enfin voilà. C'était une ferme d'élevage, donc on a grandi ici avec plaisir, quoi. Vous avez le souvenir d'une solidarité paysanne? Il y avait plusieurs fermes, beaucoup ont fermé. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a des tas de jeunes qui sont arrivés dans ces métiers difficiles, on va en parler, avec l'idée de dire oh, il faut de l'agriculture, il en faudra toujours, mais si elle pouvait être un petit peu plus saine, etc. Et ils sont extrêmement courageux, les jeunes qui reprennent là. Oui, il y a du courage, mais c'est des métiers passion, donc de toute façon déjà on aime ce métier ou on ne l'aime pas pour commencer. Après, pour revenir à ce que vous disiez, moi j'ai toujours suivi mon père dès que j'ai pu marcher. Et avec mon père, en fait, ici il y avait beaucoup de petits paysans. Mon père était le premier à avoir une moissonneuse sur le hameau. À l'époque, c'était qu'un hameau. Et c'est lui qui faisait ce qu'on appelle maintenant l'entreprise. Donc forcément, ça n'a rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui. Mais c'est lui qui récoltait, c'était encore des batteuses à sac, les sacs de blé, des sacs de 80 kilos à l'époque. Donc en fait, il moissonnait avec la batteuse à sac. Ils allaient faire le boulot des vaches et quand le boulot des vaches était fini, ils retournaient dans les champs ramasser les sacs pour mettre au grenier, quoi. Donc, mais mon père a fait ça pour les paysans du coin. Ça a été une ferme aussi avec des vaches, avec de l'élevage ici. Vous avez souvenir d'avoir tiré les vaches le matin, le soir? Oui, oui, les vaches laitières c'était tous les jours. Nous on avait un petit cheptel, on avait une vingtaine de vaches laitières, plus les vaches à viande à côté, quoi. On avait, ouais, c'est pareil, 20-25 mères. Et oui, oui, moi j'ai commencé vraiment tout petit à les traire les vaches. Mon père m'avait même bricolé un trépied pour que je puisse être à hauteur parce que ça a toujours été une passion. Et voilà, quoi. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a plus le droit d'avoir de l'élevage ici. Donc on a transformé cette ferme. En fait, cette ferme n'a pas pu se développer. Moi, j'ai pas pu la développer, continuer à la développer dans ce qu'on appelle une ferme, l'agriculture dans le terme général, à cause de l'urbanisation. Par contre, du coup, en se lançant dans le légume et vente directe, on a retourné les inconvénients de l'urbanisation pour l'agriculture et les retourner comme avantage en étant au plus proche des consommateurs. Elle fait une surface de combien? 70 hectares à peu près. C'est viable ça? C'est un bon format ou c'est trop petit? Quand on regarde à la télé les bagarres, etc., on a l'impression qu'il faudrait qu'elle fasse les fermes de 100, 1000, 2000 hectares. Et pourtant, c'est plus une réalité comme la vôtre dont on est proche. En fait, la ferme, si elle avait que des grandes cultures, elle n'est pas viable. Qu'elle soit en bio ou en conventionnel, elle n'est pas viable. L'avantage du maraîchage, le maraîchage, donc forcément oui, c'est plus de boulot, mais on valorise nous-mêmes nos produits
Et dans le maraîchage, il n'y a pas besoin de 2000 hectares, hein, sinon faut être vraiment très nombreux et beaucoup de matériel, quoi. Et c'est dans les années 2005-2006, vous arrêtez l'élevage, vous arrêtez le lait, peut-être que la conjoncture nationale, internationale ne permet pas. Et à ce moment-là, le bio n'est pas encore là. Qu'est-ce qui se passe entre cette période où vous arrêtez l'élevage et puis le bio maintenant, le maraîchage, etc. Alors l'élevage a été arrêté suite à la maladie de mes parents et du fait de la proximité de l'urbanisation, hein, ça commençait à déranger un petit peu, mise aux normes obligatoires et tout, et on n'avait pas un cheptel qui permettait d'amortir des investissements comme ça. Et puis, après, le passage au bio a permis de retourner des parcelles qui étaient en jachère, qui avaient été déclarées en prairie, voilà. Et quand j'ai retourné ces parcelles-là, je me suis dit c'est de la terre à carottes, faut qu'on se lance dans le légume. Donc voilà. Après, c'est ce que j'avais appris aussi avec mon grand-père maternel. J'ai toujours été avec lui aussi. J'ai été très souvent dans le légume. Donc les techniques qu'on applique aujourd'hui en mécanisant et tout ça, mais c'est ce que j'ai appris avec mon grand-père quand j'étais tout gamin, quoi. Alors, dites, pour faire du bio, pour faire du maraîchage, il faut des terres qui soient des terres un peu tranquilles, un peu calmées, des grandes hystéries où on mettait du Monsanto partout, etc. Là, les terres sont saines. Vous avez pu refaire des terres avec des vers de terre qu'on voit réapparaître, etc. Des moustiques qui reviennent, me dit-on. Alors les parcelles bio, alors déjà pour passer bio, on a 3 ans de conversion. Laisser le temps aux produits Enfin, c'est la réglementation, il faut 3 ans avant que ça passe bio. Et oui, le sol, on arrive à le faire revivre. Alors le maraîchage, j'ai envie de dire, c'est plus simple qu'en grande culture. Parce que nous on travaille avec des paillages naturels, donc du BRF, du miscanthus, de la paille, du foin, enfin voilà. On fait nous-mêmes nos apports organiques et tout, et oui, la vie du sol elle est très présente. Des fois trop parce qu'on n'attire pas que les éléments utiles, on attire aussi des ravageurs. Donc des fois on perd des cultures parce qu'il y a trop de limaces ou des trucs comme ça. Les moustiques de toute façon ils ont toujours été là, ils sont là à partir du moment où on a de la verdure et puis qu'il y a de l'humidité. Donc pour le légume on est obligé d'irriguer, hein. Donc nous on tourne tout en micro-irrigation, vraiment économe en eau. Pour consommer le moins possible, puisque pas d'eau, pas de légumes, mais l'eau est une denrée qu'il faut partager avec tout le monde. Donc l'idée c'est vraiment de faire des économies d'eau, tout en sortant du légume, en espérant avoir un revenu au bout, quoi. Vous évoquiez tout à l'heure l'urbanisation rampante au prix des terrains, au prix du mètre carré, au prix de la spéculation, au prix du fait que les gens quitteront de plus en plus l'intérieur des terres du pays pour venir vivre sur la côte, spéculation à mort. On dit ici dans cette agglomération que non, il faut savoir concilier un peu d'activité agricole avec de la urbaine et de ça, sauf que dans les faits, vous devez avoir les promoteurs aux portes. Alors les promoteurs n'arrêtent pas, c'est sûr qu'ici, donc oui, officiellement ils ne prennent plus de terres agricoles, mais dans le dernier PLUI, ils ont classé des terres agricoles en AU2, et en fait les terres sont en train de se vendre. Nous, c'est 16% de l'exploitation qu'on perd lié à l'urbanisation, quoi. Donc c'est sur les parties grandes cultures. Quand on encourage les jeunes à se réinstaller pour dire allez, vous serez la génération qui reporterait les choses, et qu'ils arrivent avec la première chose, c'est d'aller voir des banques sur des prix de terrain, mais c'est hors de prix parce que c'est ça le sujet. Ils peuvent pas acheter de terrain, il n'y a pas de terrain, ils sont tous voués à la construction. Ah ben nous ici sur la commune, de toute façon les propriétaires ne vendent pas, hein. Ils attendent, et même les héritiers gardent les terres et tout. Certains sont prêts à vendre des terres vraiment de l'autre côté de la 4 voies, un peu plus isolées et tout. Mais les terres autour du site de la ferme, non, les propriétaires ils veulent vendre que quand ce sera à bâtir, point barre. Le changement climatique, alors un coup c'est trop pluvieux, trop mouillé, un coup c'est trop sec. Là vous venez d'essuyer une galère avec les inondations, etc. C'est votre production de poireaux qu'on a pris un coup. Donc ça c'est des choses, vous avez beau prévoir, organiser, etc. Quand ça vous tombe sur le dos. Oui, ben ça, il y a le changement climatique, c'est sûr, mais il n'y a pas que ça, j'ai envie de dire. Alors cette année, en fait, il a commencé à pleuvoir vraiment très tôt et beaucoup. Après, nous ici, en fait, c'est que dans les marais, on fait du légume de plein champ, donc poireaux, courges, pommes de terre et céleri rave, qui poussent sans irrigation. C'est du marais, donc il n'y a pas besoin d'arrosage. Ou très très peu, vraiment, quand il y a une sécheresse, on peut mettre un petit coup d'eau. Par contre, le pluvial, c'est une chose, mais il y a le pluvial de l'urbanisation aussi qui se déverse dans ces marais. Et là-dessus, il y a une gestion qui n'est pas du tout au point. Et en fait, j'ai envie de dire, je pense que les élus, ils s'en foutent, quoi. Pour moi, ils s'en foutent, ils envoient l'eau dans le marais, débrouillez-vous, quoi. Il vous arrive massivement des eaux et pas de grande qualité puisque c'est des eaux qui ravinent, qui récupèrent toutes les saloperies en surface, etc. Et puis ça vous arrive chez vous. Oui, bah alors nous, on a perdu les poireaux cette année. C'est pas des eaux. Les eaux sales n'ont pas été là-bas, si on peut dire ça comme ça, parce qu'on est plus éloigné et tout. Ça va d'abord vers direction la mer, hein, forcément. Mais de toute façon, c'est sûr que ça devient un problème. Ils ne sont pas capables de gérer le pluvial. Ils urbanisent, mais avec le changement climatique, plus ça va, plus on a des périodes de pluie à tenir et tout. Et ils sont pas capables de gérer des afflux d'eau comme ça.
Alors, vous faites du bio. Le bio, c'est très exigeant et parfois très ingrat parce que on pense qu'il suffit de faire bien avec un cœur gros comme ça pour que ça suffise. Ça suffit pas. Les courbes à la bourse sont pas toujours favorables. Il y en a plein qui ont bien fait et qui se demandent s'ils vont pas jeter l'éponge. Vous n'en êtes pas là? Alors nous on renoncera pas au bio. Si on n'était pas passé bio, on serait plus agriculteur déjà. Ma femme aurait pas pu s'associer avec moi, donc non, nous il est hors de question de renoncer au bio. Alors après les cours mondiaux, tout ça, le bio, oui, le bio, il y a des difficultés, c'est sûr, mais il faut persévérer parce que j'ai envie de dire pour nous c'est l'avenir, quoi. Donc non, il faut persévérer et il faut une prise de conscience du consommateur. Parce qu'au final, en fait, ce qui peut décider de l'agriculture autour des maisons, c'est le consommateur qui décidera. C'est le consommateur qui a les cartes en main. C'est pas l'État, c'est pas les grandes surfaces, c'est le consommateur qui décide ce qu'il veut autour de chez lui. Vous êtes pas très copain avec la tomate bio espagnole? Pas du tout, copain, non. Il y a bio et bio, j'ai envie de dire. Après, pour parler de la tomate, c'est sûr que dès qu'il commence à faire beau, mars, avril, le consommateur il a envie de manger des tomates. Alors nous, dans nos techniques, si on a des tomates fin juin, on est content. Mais on n'en aura pas avant. Bon, dites, quand il y a des sales coups comme celui qui vous est arrivé avec l'histoire des poireaux, plus le tracteur qui vient de tomber en panne, là, 7500 euros, etc., un petit coup de solidarité du public. Bien sûr, il faut vivre de son activité, c'est le plus important, mais un petit coup de solidarité, un petit coup de main, c'est quand même bon de temps en temps. Puis là, vous avez une belle démonstration de solidarité autour du besoin que vous aviez là, d'être dépanné un peu. Oui, ben là, c'est des clients qui sont devenus des amis, qui ont décidé de lancer ça, ils en ont parlé avant et tout, forcément. Donc en fait, c'est quelque chose qui nous touche énormément, qui va vraiment droit au cœur, parce qu'on se dit qu'on est un peu dans le vrai. Nous ici, ce qu'on prime avant tout, c'est l'humain. Et quand on voit une réaction comme ça, on se dit que l'humain est là et on se dit qu'on a raison. Donc ça nous aide vraiment à garder le moral et à continuer. Alors les amis, en tout cas, c'est une vraie ferme à dimension humaine quand on arrive ici. Alors, il y a deux, trois bouts qu'on se demande ce qu'ils font là, mais on voit bien que c'est plus pour avoir des bêtes et puis le plaisir de les voir, de les caresser peut-être, etc., que de faire de la production de je sais pas quoi. Et puis, il y a des tas de bâtiments attenants. Et puis une petite boutique, alors parce que le chaland, il peut venir ici faire ses courses. Donc on va retrouver, Noël, venez avec nous, on va retrouver Isabelle, votre épouse. On va penser que c'est le monsieur qui fait les travaux durs et la dame qui fait le commerce. Non, non, pas du tout. Isabelle, elle est un peu mêlée à toutes les activités. Bonjour Isabelle. Bonjour, Bon, vous nous faites l'honneur de la visite de la boutique. Comment qu'elle s'appelle? Elle a un nom, la boutique? c'est d'hier et d'ici. D'hier et d'ici. Oui. Bon, bah, écoutez, tout est dit, hein, c'est contenu, il n'y a pas besoin de 150 pages. Et puis, vous êtes en compagnie de Betty Cordier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes cliente ici, puis quand vous avez su qu'il y avait un peu de difficulté, vous êtes dit non, non, allez, on tend la main et vous avez lancé une cagnotte, je crois. C'est ça, on a lancé avec un collectif. Il y a aussi la famille Morin de la MAP. Et ben, on a tissé aussi beaucoup de liens avec d'autres clients. Ça nous a permis de voir encore plus loin la dimension humaine de la ferme. Les amis, en tout cas, si vous voulez aider nos amis là pour cette période un petit peu difficile, puis aller rassurer ces banquiers, ils ont toujours besoin d'être rassurés les banquiers, sachez que vous êtes déjà 172 à avoir mis la main à la poche pour aider et qu'il y a déjà près de 7500 euros de trouver et qu'il reste 13 jours jusqu'à la fin février. 13 jours pour aider et puis réussir ce beau pari pour que cette ferme puisse continuer. En attendant, c'est ouvert tous les jours la boutique? Non, le jeudi et le vendredi de 15h à 19h et le samedi de 10h à 13h et de 16h à 18h. Alors lequel de vous deux se lève le plus tôt? Parce que ça doit être la bagarre à qui? 5h, 6h, etc. C'est pour les champs et c'est plus tôt ou c'est plus tard? Non, on se lève à peu près en même temps, hein. On se bat pas, hein. Non. C'est quelle heure l'heure d'un fermier aujourd'hui? Bon, nous, c'est 6h, 6h30 le matin, et puis un bon petit déjeuner, et puis on embauche. 6h, 6h30 le matin. Enfin, ils sont pas dans les bouchons, ils sont chez eux. Donc au moins c'est juste ça. Et vous aussi, c'est à la même heure? Ah oui, oui, même avant souvent, mais Qui c'est qui prépare le petit déjeuner, Isabelle? C'est lui, c'est vous? c'est moi, oui. C'est un peu comme partout, quoi, les amis. Allez, faites-nous honneur du magasin. C'est une boutique très, très, très sympa. Très sympa. Alors, qui décide de c'est la nature qui décide de ce qu'elle va produire et puis de ce qu'il y aura dans les rayons? Oui, bah on est forcément dépendant de la météo parfois les clients nous demandent combien de temps vous aurez ci, combien de temps vous aurez ça. On répond plus à la question parce qu'on s'est fait avoir plusieurs fois. Avec un coup de chaud, un coup de froid, et puis la production peut s'arrêter. Comme la production peut exploser
avec les choux-fleurs dernièrement. Est-ce que ça fait aussi AMAP? Alors AMAP, on achète un cajot d'un assortiment de ce qu'il y a dans la nature et puis on vient chercher le cajot. Ou là, non, c'est des articles différents. Donc en fait, nous, on propose nos légumes à notre vente directe, ça c'est sûr. On a aussi des fruits, on a aussi du lait de collègues producteurs en vache laitière sur la ferme de Candé à Dompierre. On a des poulets sur commande, on a du miel d'une copine apicultrice qui a monté des ruchers chez nous. On a des œufs de collègues producteurs de Saint-Saturnin-du-Bois. Enfin voilà, on essaie de proposer plus de cam en fait pour attirer plus de monde quoi, tout simplement. Et on fournit aussi des AMAP. Donc on a 3 AMAP actuellement, Tadan, Villeneuve et Lalleux. Donc là, c'est un contrat en fait entre les AMAPiens et nous. Donc l'énorme avantage qu'il y a, c'est qu'on encaisse les chèques en début de mois. Donc ça nous fait de l'avance de trésorerie. Et nous, on s'engage à fournir un panier de légumes par semaine. Donc à nous de jouer sur la diversité, sur la qualité du légume, pour pas qu'ils mangent toujours la même chose, que ce soit été ou hiver. Voilà, l'idée, c'est aussi, on leur fait aussi découvrir des légumes qu'ils ne connaissent pas forcément. Et qui ne trouveront pas forcément en grande surface ou quoi que ce soit. Et c'est un échange, c'est des clients à part entière, au même titre que ceux qui viennent ici, quoi. Isabelle Noël, 3 générations, vous êtes la 3e, les enfants derrière. Est-ce qu'il y aura une 4e génération de Michaud à porter cette ferme du Moulin de la Pierre un jour? Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas savoir. On peut pas. Non. Notre fils, pour l'instant, est parti vers d'autres horizons. On ne sait pas du tout si un jour il reviendra dans l'agriculture. La situation de la ferme est trop précaire aujourd'hui pour assurer l'avenir d'un jeune. Ouais. Vous, au fond de votre cœur, qu'il fasse sa vie, si c'était à la terre, ça serait bien, mais dans le contexte actuel, qu'il fasse sa vie? Non, nous, on est... Enfin, voilà, ce qu'on fait aujourd'hui, on le fait pour nous. Après, nos enfants, ils prennent vraiment le chemin qu'ils veulent. De toute façon, on leur a toujours dit qu'on était derrière eux. Ouais. Et voilà, il y a rien d'imposé, il n'y a rien de souhaité non plus, on verra. Le papa tient le même raisonnement, Noël? Alors moi c'est différent parce que j'ai été élevé à la ferme, donc en fait dès que j'ai pu marcher, j'ai tout le temps suivi mon père, tout le temps. Je dormais au bout du rang de vigne avec lui, je dormais sur le tracteur, sur la moissonneuse, parce que j'avais pas la même résistance qu'un adulte forcément. Après j'ai travaillé très tôt, mais c'était un travail avec plaisir. J'ai commencé à traire les vaches, je devais avoir 5-6 ans, conduire le tracteur 7 ans, la moissonneuse 9 ans, enfin. Mais voilà, ça a toujours été un plaisir. C'est vrai que j'ai toujours entendu dire mon père qu'il a toujours aimé avoir un fils qui le suive tout le temps, quoi. Donc c'est vrai que c'est un peu différent, mais au jour d'aujourd'hui, le contexte est compliqué et de toute façon, il est hors de question d'imposer à quelqu'un de faire un métier s'il l'aime pas, quoi. Donc on propose, nous, notre fils, quand il est là, des fois il est avec nous, des fois il est pas avec nous, voilà. Et après, je sais que si j'ai besoin, s'il est là que j'ai besoin, il peut prendre le tracteur, aller dans les champs. Bon, plus dans les champs que dans le légume, mais voilà, je sais que je peux compter sur lui si besoin, quoi. Donc, il est pas novice dans le milieu agricole quand même. En tout cas, il y a un vrai sens de la solidarité partout ici dans le monde paysan, puis dans le monde du bio, puisque cette boutique, elle sert aussi à d'autres, je sais. Du coup, vous avez laissé des petits coins pour que les copains apiculteurs ou autres. Alors, il y a quoi d'autre que ce que vous faites, qui est l'occasion d'accueillir des copains, de mettre en scène des produits d'ici, avec des conditions de production qui sont très exigeantes? Mais on a du miel d'eau de Chupin, qui est apicultrice sur l'île de Ré. Elle a monté des ruchers sur nos parcelles de légumes, là, en Angoulin. Donc voilà, après on a tout ce qui est pâté rillettes de cocotte et griotte, la farine de la ferme de Bellevue, les huiles de la ferme de Bellevue, et en laitage on travaille avec la ferme de la Houlette en brebis, la ferme de Candé en vache. Depuis la semaine dernière on a du pain d'arrosoir, les jardins de Cocagne. Voilà, la bière Louis et Marguerite. Et oui, on propose des poulets d'un jeune producteur des Deux-Sèvres, Bastien. Voilà, super. Du poulet qui grandit à la ferme, qui sait ce que c'est que la nature, pour la vraie nature. Oui, et vraiment une qualité de poulet exceptionnelle. Les clients redemandent, les commandes grossissent. Vraiment, c'est exceptionnel. Ouais. Voilà les gens, on est chez des gens bien, on est chez des gens qui se lèvent tôt le matin pour travailler et pourtant qui ne sont pas payés en juste retour du travail qu'ils fournissent. C'est inimaginable ça. À un moment où on nous raconte que il faut mériter son travail, traverser la rue et puis ça va tomber, etc. C'est-à-dire vous avez des gens qui se lèvent et puis qui ne peuvent pas se payer en produisant ce que la nature fait de meilleur et dans des conditions qui sont les meilleures conditions de production. C'est quand même pas juste. Alors, le plus nombreux possible et le plus longtemps possible, venez donc à la ferme du Moulin de la Pierre. Vous faites comme si vous alliez à Beaulieu, vous faites comme si vous alliez
lié à Angoulins, mais pas au supermarché. Prenez la route de la ferme, direction de la gendarmerie. Et là, c'est un autre décor qui s'ouvre à vous. Et puis, c'est des rencontres forcément pas consuméristes, des rencontres de belles personnes. Voilà. À très très bientôt. On vous suit, on viendra vous voir quand c'est quoi comme aujourd'hui, il n'y a plus de période de ramassage de paille, etc. Il y a des grands moments paysans où on peut se retrouver? Alors, détrompez-vous, ici, on continue à faire des petites bottes de paille. On a fait ça, on a relancé ça avec des copains de Vendée. On venait ramasser les petites bottes, on se lançait des défis. On en faisait de plus en plus. Donc, non, on fait aussi de la petite botte de paille. Et puis, des moments paysans, ici, on en fait avec les collègues maraîchers, avec un voisin éleveur. En fait, ici, on a remis en place l'entraide entre producteurs, la mutualisation de production, mutualisation de matériel. Moi j'ai des compétences en mécanique, donc réparation aussi de matériel de collègues. Donc l'entraide ici elle existe et c'est un mot d'ordre auquel on tient parce que ça fait partie de l'humain aussi, quoi. Très, très bien. Et puis il y en a qui peuvent commencer à faire attention à eux. C'est le salon d'agriculture, puisqu'une concurrence est en train de se mettre en place ici. J'entends parler d'un petit salon qui va s'appeler le salon comment? Le salon à la ferme. Le salon à la ferme, c'est de la concurrence directe, ça, pour le salon de l'agriculture. Les amis, choisissez votre camp, hein, sur les routes direction Paris ou sur les bonnes routes de campagne, ici, direction la La Rochelle. Bon, salon, c'est quand les dates? Alors nous ici, c'est le 24 février de 14h à 16h. Le 24 février de 14h À 16h. Qu'on se le dise. Merci de votre accueil. Allez, on va boire un coup, nous. Puis les amis, on vous laisse passer une belle journée. La nature, que la nature. La vérité, que la vérité. Le fric, un peu, mais pas plus que ça. Voilà, la vie, c'est d'abord nous. À bientôt. À bientôt. À bientôt.